Alors bonjour, bienvenue à notre conférence de presse. Je suis Mehmet Yıldız, président de l'association genevoise des Amis de Stéphane Blais. J'ai décidé de créer cette association suite au tragique décès de mon ami Stéphane Blais, survenu le soir du 7 janvier de cette année 2022. Son décès n'a fait aucun écho dans la sphère médiatique française, très peu. Si Richard Boutry n'en avait pas fait mention à l'émission du 11 janvier de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, probablement aucun média n'en aurait parlé. Ainsi, la revue Marianne a relayé cette information en publiant un article le 12 janvier et qui titrait dans la rubrique Théorie du complot, TPMP, un proche de Dieudonné se suicide, Richard Boutry agite le spectre d'un assassinat déguisé. Suite à cela, on a relevé un certain nombre d'hommages, dont celui d'égalité et réconciliation, qui a retenu toute notre attention, parce qu'il regroupait entre autres les interventions de leur président Alain Soral, Pierre Jovanovic, journaliste économique, le célèbre humoriste Dieudonné, et Bruno Gollnisch, ancien député français et européen. Contrairement à l'omerta des médias français, en Turquie, c'est la quasi-totalité de la presse qui a relayé l'information. Alors pourquoi un tel traitement ? Est-ce que c'est parce que Stéphane Blais est l'un des seuls artistes à avoir soutenu ouvertement les Gilets jaunes? Est-ce parce qu'il s'opposait à la vaccination obligatoire? Parce qu'il dénonçait les réseaux d'influence et les pratiques de la franc-maçonnerie? Parce qu'il dénonçait la mafia de l'industrie musicale? Est-ce que c'est parce qu'il s'exprimait librement? Qu'est-ce parce qu'il s'était exilé en Turquie depuis quelques années et qu'il affichait clairement son soutien à la Turquie? Ou alors parce qu'il dénonçait le sionisme international. En tout cas, Stéphane Blais était un disciple du pianiste américain Byron Janis, qui l'invite à New York dans les années 80. Il est également le jeune assistant de Vladimir Horowitz. Il entame une carrière de concertiste à partir de 1986. Il donne de nombreux récitals à la salle Gaveau et au théâtre des Champs-Élysées. Lors de son marathon Franz Liszt en février 1987, il est pissé plus de 30 minutes. Pierre Petit, critique musical, écrivait « Stéphane Blais, c'est plus que du simple piano, c'est la musique elle-même ». En 1989, il reçoit le prix des meilleurs CD diapason. Carlo Maria Giulini dira de lui « une technique stupéfiante et le plus beau son du piano ». Parallèlement, Stéphane Blais a composé plus de 300 œuvres, essentiellement pour piano, mais aussi pour violon, orchestre ou encore voix, interprétées et enregistrées par des pianistes tels Cyprien Katsaris, Alexandre Paley, Dilbiret, Evelina Borbéi, Natalia Stelunko et Jean Muller. En 1994, il transcrit intégralement pour piano seul la monumentale Faust Symphonie de Liszt, ce qui lui vaut plusieurs prix, dont celui de l'association Franz Liszt. Il compose également un grand cycle de rhapsodies turques et ottomanes et se voit décoré en 1996 par le gouvernement turc pour ce travail. Il participe au jury de l'École normale de musique de Paris, avant d'y être nommé professeur en 2001. Il a également présidé plusieurs concours internationaux, dont le concours international de piano d'Istanbul Orchestration en 2013. Il est aussi l'auteur de quelques ouvrages au sujet des œuvres de Frédéric Chopin, Satie, Liszt et Robert Schumann, ainsi que la traduction d'une méthode de piano américaine, Le Voyage magique, paru aux éditions Le Duc. Stéphane Blais est durant 25 ans vice-président de l'Académie du disque lyrique. En 2010, il crée le Grand Orphée d'Or Leyla Gencer, en hommage à la grande cantatrice turque. Il reçoit en France la médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès, remise au Sénat, et est admis au grade de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres par le gouvernement français en juillet 2005, dont il est exclu par arrêté du 13 juin 2019. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, SACEM, qui est l'équivalent en Suisse, c'est la Suiza, en Turquie, c'est Messam. Donc la SACEM lui décerne le prix de pianiste de l'année en 2007. Le magazine Marianne le qualifie de roi du clavier. Alors, le but de notre conférence de presse n'est pas de dénoncer le deux poids deux mesures des médias français au service de leur patron, que Stéphane Blais critiquait ouvertement. Et donc, nous aimerions ici nous présenter tour à tour et vous annoncer la création de notre association fondée à la mémoire de Stéphane Blais. Et voici donc à ma gauche Yilmaz Özdemir, vice-président de l'association.
Donc, alors je vais lui donner la parole. Voilà, donc Lina, si tu veux te présenter et puis... Bonjour, je m'appelle Yilmaz, je suis originaire de Turquie. Je suis ici à Genève depuis des années, marié, père de jeunes filles. J'ai fait connaissance avec Stéphane par le biais de mon ami Mehmet. J'étais chez Stéphane à Istanbul l'année dernière en été. Je suis allé car mon père il était très malade. Puis l'heure de mon séjour, il est décédé. Après le décès, je suis allé chez Stéphane pour lui rendre visite. Nous nous attenions très bien. Et je l'aimais beaucoup et admirais son courage. Le jour où il est arrivé à Genève, Mehmet est allé chercher à l'aéroport. Et ils sont venus me rendre visite à mon garage mécanique automobile. Puis, je l'ai accompagné chez les Mehmet, resté presque 12 heures avec eux. Le soir, Mehmet et Stéphane sont venus ici. Et j'étais très triste de voir Stéphane dans cet état. Ensuite, le soir, entre 21h et 22h, Mehmet m'a appelé, m'apprend son décès. J'étais trop triste. Puis, quelques temps après, avec Mehmet, nous avons décidé de créer cette association pour lui rendre hommage. Je voudrais également ici dire que je suis tout cœur avec ses proches dans ces moments difficiles. Merci à vous tous. Ok, voilà, alors j'aimerais donner la parole à Camilla et Marvin s'ils ont quelque chose à dire. Camilla et Marvin étaient présents chez moi le soir du drame et je pense qu'ils ont quelques mots à peut-être à vous dire. Alors Camilla, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Bonjour à tous. Moi, j'ai rien préparé de spécial, j'ai pas écrit quoi que ce soit. Je suis venue comme ça, avec le cœur, on va dire. Et je tenais à être présente parce que ça nous a beaucoup touché cette histoire et qu'on était quand même admiratif du travail de Stéphane. Et pour moi, c'était normal d'être là aujourd'hui pour soutenir aussi Mehmet, qui a beaucoup été touché par son décès, et aussi pour répondre aux questions s'il y en a. Et voilà, on a été les dernières personnes à être avec lui avant qu'il décède. Voilà. Je souscris à ce qu'elle dit. D'accord. Répondre aux questions. Alors, donc nous avons. Alors, j'aimerais reprendre la parole et puis ensuite on pourra passer à une phase de questions-réponses. Si vous avez des questions, on pourra répondre à vos questions. Donc nous avons fait connaissance avec Stéphane il y a quelques années et sommes toujours restés de très bons amis, à tel point qu'on s'appelait très souvent pour rester des heures au téléphone, on se voyait régulièrement aussi, hormis la phase du Covid qui nous a tous cloués dans nos géographies respectives. Je rendais visite souvent à Stéphane, je logeais chez lui à Istanbul et lui pareil venait parfois me rendre visite chez moi ici à Genève. Je me suis longuement exprimé sur notre relation dans un livre témoignage qui paraîtra bientôt et c'est pourquoi j'aimerais plutôt m'exprimer ici sur nos projets de motivation en tant qu'association et puis, lors de la deuxième partie on pourra répondre à vos questions si vous avez des questions bien sûr. Donc notre association ne s'est pas constituée dans une perspective au sens classique qui serait une récolte de fonds, des projets et merci, au revoir, on récolte l'argent et on réalise des projets. Ce n'est pas du tout cette perspective. Nous sommes ici symboliquement pour faire un appel à tous ceux qui souhaitent faire quelque chose en hommage à Stéphane,
honorer sa mémoire, le faire vivre à travers le temps, notre appel est le suivant. N'adhérez pas à notre association, créez vous-même des associations à Paris, Istanbul, partout où Stéphane était aimé et avait des amis. Ainsi, pour notre part, nous avons précisé Genevoise dans la dénomination de notre association, qui indique que nous ne sommes pas des représentants officiels d'une figure artistique qui marquera l'histoire par son génie, mais aussi ses prises de position et combats politiques. Plutôt que de nous orienter sur le nombre, nous avons préféré nous orienter sur la qualité de nos actions. Ainsi, notre association ne fera pas d'appel aux dons, elle n'en a pas besoin en réalité. Si des dons arrivent, notre association aura le devoir de tenir une comptabilité avec la plus grande transparence. Dans tous les cas, l'association genevoise des Amis de Stéphane Blais ne se veut pas être l'héritière, surtout pas de notre ami sur un quelconque sujet. Notre association a été fondée dans le but de répondre à nos besoins ici, en petit comité. L'une de nos priorités est qu'une rue Stéphane Blais soit nommée à Istanbul. Pour ce faire, nous devons entretenir et maintenir des relations avec les autorités turques dans une diplomatie d'ouverture et d'échange sur le long terme. Pour être plus précis, nous n'avons pas besoin de fonds pour échanger avec les instances étatiques diverses dans le but, par exemple, de les inciter à la création d'un festival de musique classique au nom de Stéphane Blais à Istanbul. Je veux dire par là que nous sommes là avant tout pour inviter tous les amis de Stéphane Blais à le faire vivre comme ils le souhaitent. Nous, en tant qu'association locale établie à Genève, ayant un grand réseau dans la sphère turcophone, voulons entretenir au mieux ces rapports afin qu'ils aboutissent à des projets concrets, notamment en Turquie. Projet qui serait une manière, par exemple, de provoquer la France et Israël sur la vraie question fondamentale en politique qui est l'occupation de la Palestine par le sionisme et même de l'occupation du monde par le sionisme international. Tout cela nous montre que Stéphane a légué au patrimoine artistique mondial une œuvre telle qu'elle dépasse tout son caractère musical et nous invite à l'action, chacun individuellement ou unis, peu importe, mais chacun en mouvement. En tant qu'association, nous sommes heureux de vous accueillir ici en ce jour de 7 mai. Très exactement 5 mois se sont écoulés depuis le décès de notre ami et nous avons souhaité réaliser cette conférence de presse ici, dans cet établissement, qui est le dernier endroit où il a bu un verre avant de partir pour la paix éternelle de son âme. Stéphane me manque terriblement. Voilà ce que je peux dire en une phrase pour résumer ce que je veux dire. Stéphane me manque terriblement. On peut maintenant passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions à nous poser, nous répondrons avec plaisir à vos questions. Pas de questions alors? Il y en aura, je suis ému. Voilà. Vos prises de parole m'ont ému et c'est un peu difficile de poser des questions maintenant, de ne pas faire de voyeurisme non plus. Je n'ai pas de questions dans ce sens-là. Je vous félicite pour votre merci prise de parole, tous les cas, vraiment. Merci. J'ai pas eu la chance de connaître personnellement Stéphane Blais, mais ce décès m'a beaucoup touché. Votre émotion elle me touche aussi. Et je suis très heureux qu'il y ait une association qui se passe à Genève et je vous en félicite. Et je vais demander d'être membre et suivre vos actions. Et quelle très très belle idée d'avoir une rue Stéphane Blais à Istanbul. Voilà, c'est un hommage. Très bel hommage. Il le mérite évidemment. Merci, j'ai pas beaucoup. C'est clair, moi j'imagine une rue Stéphane Blais à Istanbul, j'imagine un monument comme Freddie Mercury à Montreux, j'imagine ce genre de choses, j'imagine une diplomatie ferme avec la Turquie, parce qu'il y a une caisse de résonance là-bas, il n'est pas boycotté et il n'est pas censuré. Donc c'est clair que nous on va garder nos liens avec la Turquie. Nous sommes turcophones et ce serait dommage de rester les bras croisés et puis et ne rien faire. C'est pas seulement de présenter cette association, c'était aussi une manière de nous exprimer sur ce drame. On ne nous a pas donné la parole nulle part, on ne nous a pas appelé, ni la presse, ni personne.
Pourtant, beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, il y a des médias qui ont publié des choses, mais nous sommes des gens tout à fait accessibles, nous sommes des gens ordinaires, du quotidien, nous ne sommes pas dans la virtualité 2.0. Voilà, nous sommes là, donc à partir de maintenant, voilà, on n'a aucun tabou, rien. On est vraiment ici pour nous exprimer. Si on est venu aussi ici, c'est pour montrer que justement on n'avait rien à cacher, dans le sens où voilà, il y a des gens qui, comme je t'expliquais avant, il y a des gens qui ont laissé sous-entendre que ça pouvait être de notre faute, qu'il y avait un peu par net, etc. Et c'était aussi important par rapport à ça de tout là. Bien sûr, il y a cette dimension Internet qui est très intéressante, parce que c'est vrai que le décès de Stéphane a fait aucun écho dans la presse française, et alors que dans la presse turque, il a toute la presse turque on a parlé. Donc il y a cette dimension un petit peu comme ça, l'omerta de la part de la presse française. Mais c'est vrai que dans les médias alternatifs aussi qui existent, voilà, on nous a ni contactés ni rien. Et pourtant des choses assez graves ont été dites à notre sujet sans nous connaître. On a préféré colporter des théories du complot, parler du Mossad ou des choses comme ça. Des choses d'ailleurs qui ridiculisent en fait en réalité la cause, les causes des gens qui fournissent un travail sérieux. Donc ça c'était assez triste de constater ça. On a eu quelqu'un qui a fait un journaliste qui a fait des déclarations face caméra, qui a expliqué sur plusieurs vidéos, je ne citerai pas son nom, on ne veut faire aucune polémique ici, on n'est pas là pour ça. De toute façon, on n'a pas d'audience, donc on ne cherche pas à avoir une audience. Donc voilà, je ferai la pub à aucune de ces diffamations, de ces diffamateurs. Mais c'est vrai que ce personnage expliquait face caméra qu'une équipe d'enquête était sur place, qu'ils avaient fait des recherches, etc. Et en fait, tout était faux dans son témoignage, mais absolument tout. C'est-à-dire de A à Z. Des imprécisions grossières, on parlait du 6e étage, c'était le 5e, etc. Voilà. Et ce personnage-là, donc, moi je l'ai appelé pour lui demander, je lui ai dit, nous on est des gens tout à fait accessibles, alors comment est-ce qu'une enquête a pu être réalisée sans que l'on vienne nous adresser la parole? Il n'y a personne qui... Alors que pourtant mon adresse est précise, je ne suis pas blacklisté ou sur liste rouge ou je ne sais pas quoi, et je suis tout à fait accessible. Accessible à tel point que, eh bien, je connais, je vais pas dire, j'ai une manière de parler, je connais tout le monde à Genève, mais j'ai 42 ans, je suis là depuis 1981, ça fait 41 ans que je suis ici. J'ai été dans divers types d'activisme, souvent en lien avec les droits de l'homme. Et voilà, on s'est retrouvé aux Nations Unies, on s'est retrouvé au Parlement européen, etc. Donc j'ai un passé assez riche en termes d'activisme. Voilà, je ne vais juste pas afficher face caméra pour faire du buzz, pour faire des vues, des choses comme ça. Et donc voilà, je suis à visage découvert. Donc quiconque veut enquêter ou avoir comment dire, un retour sur ces questions peut prendre contact avec nous. Alors j'ai un message de Chloé Fanieri qui me dit qu'elle va arriver dans un quart d'heure et qu'elle est désolée pour son retard. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on clôture en ce moment et puis qu'on fasse une petite pause, on peut manger, boire un verre. Et ensuite, une fois que Chloé est là, on peut passer à une deuxième étape et peut-être que ça sera un peu plus... parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup de questions à me poser et peut-être qu'il y a une caisse de résonance chez elle différente parce qu'elle connaît beaucoup de monde et elle est beaucoup suivie et elle pourra relayer l'information. Donc, du coup, voilà. Je sais
sais pas ce que vous en pensez. D'accord. Ok. Bon, on fait une petite pause cigarette alors. Ça marche, merci. En direct, j'ai reçu ton message. Je dis, bon, on va l'attendre, on va faire une pause et puis après. Oh, t'es chaud aussi. De toute façon, il n'y a pas vraiment de oui, il arrive, je fais aussi. Donc c'était là le dernier endroit. Ouais, il y a du débit ici, débit à pression. Et une heure et demie après, quelque chose comme ça, 2 heures après, j'ai décédé 2 heures après. Et ici, voilà, on se posait ici parce que on n'avait pas pris d'alternative avec les histoires de Covid, etc. Ah oui, c'est vrai qu'on était. Puis on s'est aussi. C'était pas ça. C'est bien. Et surtout, c'est un lieu qui connaissait aussi la famille, l'endroit, le quartier, ils connaissaient les habitués du lieu. Donc, t'as des questions. Là, la première partie, je te l'ai un peu résumé. Et tu m'as déjà expliqué, en fait, je crois, l'essentiel. Voilà. Je posais la question tout à l'heure à Marvin, combien de temps il était censé rester là? Et il m'a dit 2 jours à peu près. Enfin, est-ce qu'il t'avait dit? Non, il devait rester une semaine. Il devait rester une semaine? Pas tout à fait une semaine, mais quelque chose 5-6 jours. Et puis c'était des dates. De toute façon, il n'y avait jamais rien de fixé précisément dans tout ce qu'il faisait par rapport à. C'est-à-dire qu'il venait, il disait ça peut être 5 jours, 7 jours. Enfin, c'était très fluide. Très fluide. Moi, j'arrivais chez lui. Je partais quand je voulais, j'arrivais quand je voulais, c'était pareil pour lui ici, il venait quand il voulait, il partait quand il voulait. Mais là, il était censé rester quelques jours. Et puis bon, c'était pas clair aussi dans sa tête, il disait peut-être 2-3 jours, puis après finalement 5-6 jours, une semaine, etc. Donc il est dans une indécision permanente. Mais en général, quand il venait ici, il restait quelques jours, une semaine, facile. Et est-ce qu'il était venu te voir avant, récemment, ou ça faisait longtemps? Ça faisait un moment qu'il était pas venu. Moi, je l'avais vu en avril l'année dernière, chez lui. Je suis resté une dizaine de jours chez lui, en plein confinement turc. Je suis arrivé, puis 1 ou 2 jours après, il y a eu un confinement total, donc on était confinés, moi et Stéphane, chez lui, une semaine. Et avant ça, quand est-ce qu'il est venu? C'était en 2020. Avant 2020, il est venu aussi, et puis, etc. Donc vous êtes vus une fois par an depuis 2020, enfin, depuis en 2020, 2021, et puis... 2019, ouais, vous voyez 2018 aussi. Vous voyez tout. De toute façon, par exemple, il venait ici, il faisait une halte ici, il allait à Paris, il restait un temps à Paris, après il partait de Paris, donc il revenait ici. C'était le pied-à-terre. Et puis c'est une sorte de pied-à-terre. Voilà, exactement. C'est un point un peu stratégique aussi, Genève, mais voilà, c'est un pied-à-terre assez pratique. Voilà. Et surtout, bon, il y avait une condamnation, et c'est vrai qu'on lui passait la douane, enfin je faisais un peu le passeur, quoi. Il y avait une condamnation, tu dis, en Suisse? En France. Ouais, quand il allait en France, c'est pour ça qu'il passait par Genève aussi, parce que on lui faisait passer la douane comme ça, et puis il éliminait un petit peu les trucs un peu interdits. Tu vois, faire un peu sa quenelle, avec cette dimension un peu. Voilà. Et j'ai aussi une question. Sa copine, elle est dans le coin? Elle est vers Genève? Sa copine? Son ex-copine, je pense. Non, c'est une fille de Turquie. Ah oui, pardon, d'accord. Istanbul. Ils sont restés ensemble 3 ans à peu près, mais une relation très toxique, c'est-à-dire, comment dire, ils sont ensemble, ils se séparent, Voilà. Après, bon, je ne suis pas là pour déballer sa vie privée, mais c'est vrai que voilà, c'est une fille qui est en Turquie. Elle était au courant qu'elle avait cette conférence de presse, tu vois? Ouais. Moi, j'ai coupé les ponts avec elle. Ah, ok. Donc, j'ai coupé les ponts avec elle le 10. Et depuis le 10
janvier. Je ne communique plus avec elle. Voilà, j'ai des raisons, on a tous nos raisons. Elle n'a pas souhaité, enfin, t'as pas communiqué un sorte de message aujourd'hui? Non, moi en fait je l'ai bloqué simplement parce que c'était quelqu'un qui était vraiment hors du RIR. Et elle a répété à plusieurs reprises, et on a des enregistrements aussi, elle a répété à plusieurs reprises que c'était bien fait qu'il soit mort. Donc à partir de là, moi je ne peux plus communiquer avec elle, c'est terminé. Voilà. Donc voilà. Alors je me suis énervé, je lui ai dit bah, si tu l'aimes, t'as qu'à le tuer, connasse, et puis voilà. C'est sûr, qu'est-ce que tu veux, le 10 janvier, il est décédé le 7, le 10, elle me dit c'est bien fait pour sa gueule, à cet enculé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, toi? Je peux plus couper, je vais rester avec cette personne. Donc c'est clair que c'était toxique. Alors bon, nous on a remonté j'ai fait ma petite enquête, on a remonté des pistes, on a fait des recoupements pour voir si cette fille avait pas une histoire de chantage avec des cassettes vidéo, des enregistrements, ou peut-être on arrive à faire chanter les gens avec des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un empoisonnement? Est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas moi, enfin pas d'autre chose. Bon, mais j'ai rien trouvé c'est-à-dire, voilà, exactement, j'ai rien trouvé qui pourrait mener à une enquête judiciaire en Turquie contre cette fille, etc. C'était une fille à côté de la plaque, et puis voilà, quoi, je veux dire, c'est le milieu artistique, il aimait bien s'entourer de jeunes personnes, et voilà, c'est une jeune fille, cette fille elle doit avoir 30 ans aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc voilà, après, je suis pas là pour faire du people non plus sur tout ça, mais disons qu'effectivement, moi je me suis dit, voilà, est-ce qu'il ne serait pas pour quelque chose? Alors oui, il est aussi pour quelque chose, mais dans ce cas, tout le monde y est pour quelque chose. Moi aussi, j'y suis pour quelque chose ici, j'aurais pu peut-être appeler l'ambulance, l'hôpital psychiatrique, j'aurais pu, je sais pas moi, l'attacher et puis l'emmener à BID, c'est une connerie à un moment donné, tu vois, je veux dire, à un moment donné, enfin voilà. Maintenant, alors ce que je sais, ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il est rentré dans une phase dépressive aiguë et qu'elle ne l'a pas aidé. Elle ne l'a pas aidé, elle ne l'a pas soutenu en tant que compagne et en tant qu'amoureuse. Et elle l'a poussé un peu plus dans sa dépression. C'est-à-dire, comme c'était toxique leur relation, c'était un crève connard. C'est un peu ça le truc. Mais lui, il a aussi été probablement avec elle violent peut-être dans ses propos. Enfin, ça va dans les deux sens. C'est pas, voilà, après, moi je suis pas psy, je fais pas non plus sortir. Voilà. Alors après, c'est un assassinat. Oui, c'est un assassinat, c'est clair et net. On a assassiné un activiste qui était dans une lutte antisioniste et qui s'opposait d'une manière virulente à Israël et qui prenait parti avec la Palestine, avec les Palestiniens. Ça, ça se voyait tout le temps, à chaque occasion, il le répétait. Donc c'est clair que de ce point de vue-là, on lui a barré la route de partout. Donc c'est clair que c'est un assassinat dans ce sens-là. C'est un assassinat. Alors, c'est pas un assassinat parce que nous on est un commando de la mort qui a poussé. C'est pas un assassinat direct. Voilà. Ouais. Mais alors après, pourquoi est-ce qu'il a fait ça chez moi? Pourquoi est-ce qu'en présence d'eux, etc. Il y a beaucoup de questionnements comme ça sur lesquels on peut discuter. Moi j'ai expliqué avant que j'ai rédigé un témoignage. Voilà, le but c'est pas de vendre un best-seller ou je sais pas quoi. Ça c'est le blabla des couillons 2.0 du web. Voilà, alors eux, je sais pas, ils doivent avoir des likes, des vues sur leurs vidéos, c'est leur monde. L'impasse narcissique, que j'aime bien dire, il y a des trous du cul sur Internet qui sont dans l'impasse narcissique. Nous, ici, on n'est pas dans l'impasse narcissique, on est dans la réalité. On n'a rien à foutre, mais complètement rien à foutre de qui pense quoi, on est dans la réalité. La réalité, pas le monde virtuel. Donc, nous sommes des gens accessibles. On peut nous adresser la parole, on peut nous dire bonjour, on nous croise dans la rue, on est voilà. Donc à partir de là, et surtout faire preuve de compassion aussi. Exactement. Parce que sur le net, c'est facile d'attaquer, etc. Je sais. Voilà, il y a une désinhibition. Voilà, ils sont désinhibés derrière le clavier, c'est facile.
C'est pas un jeu vidéo la vie. C'est que, enfin, ce que je crois savoir, c'est que le bal des quenelles, cette année, ce sera spécial dédicace à Stéphane. Tu y vas? Ouais. Viens, venez. 25 juin. C'est un chouette moment. Ouais. C'est l'énergie. C'est à Paris? Non. C'est à Saint-Lubin de la Haye. C'est à quoi, 40 minutes de Paris. Ah ouais. Dans la Cambrousse. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il faut, nous on est partisans de ce genre de choses, c'est-à-dire que tout ce qui peut le faire vivre à travers le temps, eh bien, nous, de toute façon, voilà, on soutient. Nous, on veut enfin, moi, personnellement, je veux des actions directes, beaucoup plus, peut-être, dans un cadre beaucoup plus spécifiquement politique, dans un sens, mais aussi, j'aimerais aussi contribuer à faire connaître son œuvre musicale aussi. C'est pas évident, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment devenu un infréquentable dans le milieu musical. Parce que les gens... Exactement. Donc les gens après ont peur de s'afficher avec son nom. Alors il y a plus de 300 compositions. Maintenant, qui est-ce qui va jouer ces compositions? Qui est-ce qui va faire... Quel artiste va entreprendre ça? Nous, on est là pour faire vivre ça, pour inciter les gens à reprendre ça, et puis à le faire connaître au plus grand public, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire connaître Stéphane Blay aux Français. Vous pouvez faire connaître l'œuvre de Stéphane Blay aux Argentins. C'est un exemple. Vous pouvez faire connaître l'œuvre de Stéphane Blay aux Thaïlandais. Qui amoureux de la musique. Exactement, les amoureux de la musique, de l'art. Vous pouvez peut-être inciter le conservatoire de Tokyo à jouer du Stéphane Blay. On n'est pas là comme ça pour gueuler on veut du Stéphane ici en France. On s'en fout de la France. On pisse sur la France. La France sioniste, on lui pisse dessus, on n'a rien à foutre. On veut un Stéphane Blay mondial. Pas cantonné dans un petit truc de merde qui s'appelle la France ou même la Turquie. Là. On veut vraiment que Stéphane Blay soit dans le monde entier, quoi, connu. Donc nous, on est là pour donner ce souffle, pour inciter les gens, pour les inviter à aller dans cette direction-là, quoi. On n'est pas là pour tenir un drapeau violé, puis nous, on est là, on va vendre des disques, on va vendre des trucs, et des chapeaux, et des t-shirts Stéphane Blay. On n'a rien à foutre de ça, quoi. Je veux dire, moi, ma vie, c'est passé dans l'activisme. Ma vie, c'est l'activisme. Je pense que tu t'en connais quelque chose aussi, Chloé. Voilà, quoi. Je veux dire, j'ai vu des endroits en état de guerre, ça pue la merde, ça pue les égouts, c'est pas beau, la guerre, c'est dégueulasse. C'est les bombes qui tombent, la première chose qui part en cacahuète, c'est les tirs de guerre. Ça pue la merde partout. Les gens, ils croient qu'ils sont là devant un écran comme ça, ils se disent c'est la guerre, c'est un jeu. C'est pas un jeu, bordel de merde. Quand tu arrives dans une zone conflictuelle, il y a des bombes qui tombent, la première chose qu'on coupe, c'est l'électricité. Et c'est comme si ici, tu as des bombes qui tombent, les SIG, ils ne fonctionnent plus ici. C'est coupé. Si les SIG c'est coupé, ça pue la merde partout. Bagdad, la première chose qu'on a fait à Bagdad, quand on a fait tomber les bombes, c'est l'électricité. Les gens se sont retrouvés sans électricité et tout le système d'égout, etc., s'est arrêté. C'est ça qui a été attaqué en premier. Et les gens se font effet, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils sont là, ils pensent qu'ils donnent un combat, quelque chose, en disant de faire conneries sur Internet. Et puis, des fois, en étant un petit peu plus puis ils ont une condamnation comme ça, parce qu'ils ont fait une généralité sur quelque chose, et ils pensent que c'est un combat. C'est du bullshit, c'est pas un combat, c'est de la merde. La merde intégrale. Voilà, la merde, exactement. Voilà. Donc Stéphane était dans un pays conflictuel qui est au carrefour de quelque chose. Il n'était pas en train de boire du champagne au Luxembourg. La Turquie, c'est un pays qui fait frontière avec l'Iran, avec l'Irak, avec la Syrie, et au nord avec la Russie, à l'ouest avec la Grèce. C'est une plaque tectonique, la Turquie. Il n'est pas allé se réfugier au Maroc pour boire des verres de champagne et se taper des escortes. Je sais pas du tout à qui tu fais allusion. Non, je fais aucune allusion à personne. Il n'y a pas que des youtubeurs là-bas. Il y a du Jack Lang qui passe des vacances là-bas, comme... Je sais, mais alors... c'est dans j'en ai rien à faire des youtubeurs. Voilà. Donc tu vois, c'est ce côté-là. Stéphane prenait des risques en permanence. Et même, je peux même aller plus loin, il prenait beaucoup plus de risques à être en Turquie qu'à être en France. Et ça, je pense que les gens, cette dimension-là... Tu penses... Ah ouais, oui. il n'est plus là-bas. Bien sûr, c'est un pays où il y a des conflits.
Ouais, C'est un pays, il y a des bombes qui pètent, il y a des... Exactement. Ouais. C'est un coup de couteau, puis c'est réglé. Oups. Ouais. Tu vois donc, c'est un pays où vous regardez les 10 dernières années de la Turquie, c'est des arrestations, c'est un coup d'État manqué, au sud-est de la Turquie, il y a le PKK, il y a du terrorisme ici et là, il y a etc., etc. Entre des millions de Syriens, d'Afghans qui arrivent, qui se déversent comme ça en Turquie, etc. C'est pas un pays il y a aussi le pays de vacances qui est la Turquie. Voilà, vous pouvez aussi aller prendre vos vacances, mais vous pouvez aussi aller voir les conflits. Donc c'est un pays qui est en mouvement, qui est au centre au Moyen-Orient, au centre d'un feu. Quoi. Et donc, Stéphane, c'était quelqu'un qui prenait des risques, réellement. Et cette dimension-là, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs de merde, de gens, en fait, qui pensaient que Stéphane il allait prendre des vacances et que c'était un exil de vacances. Tu vois, c'était pas un exil de vacances. Pas du tout. Je crois que là-dessus, il y a une chose, je vais dire les choses comme ça. Il suffit que quelqu'un dans l'opposition à Erdogan, proche d'Israël, se dise bon ben je vais payer une racaille pour qu'il lui foute un coup de couteau, ça coûte 200 balles. Ça coûte 200 balles de buter quelqu'un, c'est comme le Brésil. Mais à un moment donné, tu vois, et il a refusé une garde rapprochée là. C'est dit, j'ai pas besoin de cette merde. Moi je suis quelqu'un de populaire, je connais les gens, je parle avec les gens, j'ai pas besoin d'une garde rapprochée, je suis pas Bernard Olivier. Alors, est-ce qu'il était suivi? Est-ce qu'il y avait quand même une sécurité, quelque chose qui était fait? Oui, il y avait à distance, il y avait les services turcs qui traînaient toujours à distance, etc. Et il y a eu, d'ailleurs, il a été attaqué quelques fois aussi à Istanbul, à la place Taksim, place touristique aussi, il y a des gens... Des provocations, j'en ai vu moi de mes propres yeux aussi, des provocations de gens qui sont arrivés lui dire « dégage de ce pays », etc., etc. Ça, tout ça... C'était pas quelqu'un de victimaire qui se victimisait comme ça. C'est pas l'image qui donnait en tout cas. Voilà, exactement. Bon voilà, c'est pour ça. Dès que vous avez. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais avant, dès que vous avez un mec qui vous dit financièrement ceci, financièrement cela, financièrement ceci, financièrement cela, t'as pas besoin de fric, connard. T'as pas besoin de fric. Tu mets un combat, t'as pas besoin de fric. T'as pas besoin de fric. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de récolter des Tipeee sur internet et d'ouvrir sa gueule et de dire j'ai parlé avec son ex, c'est pour rebondir sur le mec dont tu voulais parler. Moi je ne prononce même pas son prénom. Je n'ai rien à foutre face caméra, moi c'est fini, ce nom-là, je ne le prononce plus. C'est des gens qui pouvaient prendre contact avec moi avec courtoisie, mais qui ont préféré rester dans le monde du spectacle, qui a un mot en plus kitsch. C'est vraiment Groland en plus, quoi. Genre, si en plus s'il avait à la limite quelque chose de qualité, un machin, peut-être que genre, mais même pas. Il ouvre sa gueule, bon, il ouvre sa gueule, quoi. Genre, voilà. Mais voilà, c'est mon petit coup de gueule pour la journée. Voilà, ça arrive, voilà. Alors voilà. J'ai une question un peu différente, mais il est enterré. Tu m'as dit non, il est incinéré. Il est incinéré, voilà. Je sais que la famille a fait une demande pour une plaquette dans un cimetière célèbre en France. Je peux pas donner l'information comme ça, mais il y aura un très grand hommage qui sera donné à un moment donné. Mais le corps a été incinéré. Et voilà, moi personnellement je ne pourrais pas donner plus de détails, il faudra s'adresser plutôt à sa famille. Et ça, est-ce qu'il avait déjà parlé de ça avant de mourir, Stéphane, des circonstances dans lesquelles il voulait être enterré, incinéré, testament, je sais rien. Il faudrait vraiment demander plutôt à des proches, comme par exemple son fils ou parce que la décision elle est prise par le lien biologique. La décision est prise soit par son fils, soit par sa maman, ou par exemple un autre proche, etc. Donc c'est vers eux qu'il faut se diriger pour poser ce type de questions. Moi je ne me prononcerai pas sur l'essentiel. Alors je sais qu'on a beaucoup parlé du suicide avec Stéphane. On collectait un petit peu les poètes, philosophes, écrivains, artistes suicidaires. On en parlait. Donc il y avait de toute façon une sensibilité. C'était dans l'air un peu. C'était un peu dans l'air de toute façon aussi, il y avait un peu ce truc-là. Après,
comment dire, ces milieux de l'art, une personne de sa notoriété et de sa stature, et un artiste comme Stéphane, de Cédric, peut prendre cette décision, ça fait partie des éventualités aussi, comme d'autres artistes d'envergure l'ont fait. Et tu vois, s'il avait fait un testament, peut-être, toi t'en sais rien, mais ça veut dire, est-ce qu'il avait pensé à son suicide avant? Est-ce que c'était quelque chose de prémédité, entre guillemets? Je pense qu'il avait des côtés suicidaires, une tendance suicidaire, qui était là depuis une dizaine d'années en tout cas. Voilà. Après, je ne m'avancerai pas beaucoup plus. Moi, personnellement, j'ai écrit quelque chose qui sera publié et je m'avance un petit peu aussi sur ces questions-là parce que j'ai mené une petite investigation aussi. Je ne pourrais pas rester tranquille hier pour voir si c'était pas un assassinat au sens empoisonnement ou ce genre de choses, parce que les services, on va dire que quand vous voulez assassiner quelqu'un, eh bien, il y a tout plein de manières de faire. On peut empoisonner quelqu'un, il y a toutes sortes de manières de réaliser ça. Oui, bien sûr. Voilà. Mais comment dire il n'avait pas spécifiquement évoqué un testament. Mais sur ce jour-là, il y a peut-être quelque chose qu'on peut citer, peut-être Camilla peut dire quelque chose par rapport à... C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé à la maison, après l'aéroport, on est allé au garage de Vivance, pour le saluer, après l'aéroport, ensuite on est arrivé chez moi. Quand on est arrivé chez moi, Camilla et Marie se préparaient pour sortir. En fait, ce jour-là, on a eu l'enterrement d'une jeune fille qui avait disparu à Genève. Donc la disparition, il a pas mal tourné sur les réseaux sociaux et tout. En fait, cette jeune fille, c'était la petite sœur de l'ex-copine de Marie. Et en fait, elle s'était suicidée. Et en fait, quand ils sont arrivés à la maison, on s'est vraiment croisés avec Stéphane. On allait à l'enterrement, donc on allait à l'enterrement, etc. Et quand on est revenu des funérailles, ça fait beaucoup là dans la journée. Ah ouais, c'était... Quand on est revenu des funérailles, le janvier, il y a quelque chose. Infernal. Oui, puis il y a aussi un autre aspect aussi. C'est-à-dire que Zoé est décédée à l'âge de 22 ans. Mais 22 ans avant, en l'an 2000, c'est un élève de Stéphane qui se suicide, pas loin de Barcelone, je crois. Un élève très proche, qui est d'ailleurs composé ensemble une partition, quelque chose, avec cet initié, cet élève, qui est décédé à l'âge de 22 ans aussi. Alors, il y a des choses qui ont dû faire écho en lui. C'est ça, c'est que quand on est arrivé, quand on est rentré des funérailles, moi j'ai vu, parce que Mehmet, on me connaît bien maintenant, ensemble, j'ai vu Mehmet qui n'était pas bien. Mais Stéphane, comme on ne me connaissait pas, j'avais pas encore compris que ça allait vraiment pas, mais j'ai vu Mehmet que ça allait pas. Et nous, on a un peu parlé comme si de rien n'était en fait. On n'a pas compris vraiment que Stéphane, ça allait pas. Et du coup, on disait, ouais, on était à l'enterrement de Zoé, on lui a montré carrément le prospectus. Puis moi, je disais, ouais, c'est étrange parce que normalement, c'est plus les hommes qui se suicident, les filles, c'est plus des tentatives de suicide généralement chez les filles, c'est plutôt les hommes qui ont le courage de le faire et tout. Et maintenant, quand j'y pense, je pense que c'est pas ça qui a fait que mais je pense que ça l'a confirmé dans son côté. Exactement, ça. Il s'est dit, mais il y a encore une raison de plus, j'ai pris la bonne décision. Oui, parce que chez Stéphane, il y a cette dimension, tu sais, de numérologie, gématria, symbolique, ésotérisme. Et en fait, quand il a vu ça, il se dit ah ben ouais, effectivement. Effectivement, tu vois, ce que j'avais pensé, c'était juste. Donc voilà, c'est un signe. Ah, puis ça aussi, c'est un signe. Et ça aussi, c'est un signe. Et ça aussi, c'est un signe. Ben, la souffrance, il faut la stopper. Exactement. Comme je dis plein de fois à Mehmet, c'est vraiment. Vous voyez qu'il était là, mais qu'il n'était pas là. Il était déjà plus là, en fait, dans l'esprit. Nous, on essayait de discuter avec quand Mehmet était là, on était moral et tout. Puis, Il répondait à côté ou. Ouais, à côté, c'était un peu parfois, ou alors froidement et sèchement. Alors qu'on l'avait rencontré, c'était quoi, 2 ans avant? Quasi 3 ans, ça a un peu plus de 2 ans. C'était juste très peu de temps après, c'est l'histoire du Covid qui a commencé, je crois, juste comme ça. On l'avait rencontré ici. Ici, la même chose. Je les avais présentés à
à Stéphane, parce qu'il m'a dit, on a un petit fan club, on aimerait le rencontrer, machin. J'ai dit, ah bah oui, je te le présente bien. Et puis, voilà. Et il venait de l'aéroport. Et puis, on va se boire un verre. Il me dit, ouais, il faisait super bon, on s'est posé sur la terrasse. Après, Camille et Marvin sont arrivés. Ça avait rien à Etc. voir. Tout souriant, tout joyeux, c'était vraiment un autre Stéphane. Ouais, Vraiment, c'est clair. on avait deux personnes différentes. Ouais. Donc eux, ils s'attendaient, je pense, à voir le Stéphane qu'ils avaient vu la dernière fois. Et en fait, ils ont vu Stéphane arriver dans un état dépressif. Voilà. Nous, on pensait vraiment qu'on allait passer une journée dans le sens où il y avait un piano à la maison aussi. Ouais, il a bien noté, il a bien noté un peu, ouais. Justement, parce que moi je joue en fait, c'est moi qui ai fait ce piano à la maison, j'ai joué un peu, je parlais avec lui, il s'est assis, il a pianoté un petit peu, et puis il s'est arrêté, c'était bizarre. Ah ouais, c'est arrêté au milieu d'un morceau. Ouais. Quand vous étiez pas là, il a joué un peu, et aux alentours de 3h, 3h30 de l'après-midi, il a touché le piano, et il m'a dit, ça sera la dernière pièce du reportage. Et là, je me dis, il a eu toute la journée des ponctués. Le reportage, c'est pas que le Ah oui, reportage. C'était curieux. alors je lui ai dit, quel reportage, qu'est-ce que tu racontes, tout ça. Et là, il m'a dit, si, la dernière pièce du reportage. Elle m'a sec comme ça. Alors moi, je fais c'est la dernière pièce du reportage. Et je lui dis, j'espère pas que tu penses à te faire du mal. Ah, t'as senti là. Ah ouais, à partir de là, j'ai dit, quel reportage, c'est quoi cette histoire-là? Et là, à partir de là, j'ai tout de suite, il switchait comme ça. Tac, il est passé sur autre chose. Et puis après, cigarette, il cogite, il part, il vient, etc. Il repart, il revient. Tu essaies de lui tirer les verres du nez. Tu lui demandes si il n'a pas été menacé, si... non, il te dit non. Il y avait alors, il parlait de vidéos, de choses comme ça, mais il a eu son fils au téléphone un quart d'heure à peu près. J'étais là aussi, c'est-à-dire que son fils lui a demandé s'il était en sûreté là où il était. Alors il lui a dit bah oui, je suis chez Mehmet. Ah bah ok, alors c'est bon, etc. quoi. Enfin je veux dire. Il y a eu dans la journée à un moment donné aussi quelque chose qui m'a un petit peu, enfin qui m'a déboussolé. C'était que il passait d'un état, comment dire, hautain, très coléreux, un peu comme ça, colérique, où il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas toucher, à un état tout d'un coup un peu vraiment très affectueux, etc. Par exemple, j'ai tenu sa main un quart d'heure, sa main tremblait, quoi. Voilà. Stéphane, je l'ai vu, c'est la première fois que je le voyais dans un état physique comme ça aussi. Il avait perdu une dizaine de kilos, ses doigts étaient très fins, je lui en avais fait la remarque. Voilà. Alors, il a tenu ma main très fort aussi à un moment donné, il y a eu des échanges comme ça. Mais voilà. Ce qui se passe dans ces situations-là, tu sais, c'est que la personne te dit quelque chose et ton cerveau, en fait, c'est assez incroyable, il fait comme si c'est pas possible. Je peux pas y croire. C'est ce que je leur expliqué avant. Ouais. C'est le déni salvateur. C'est obligé de te protéger toi-même aussi. Exactement. Et tu sais pas comment le prendre parce que tu te dis si je vais dire quelque chose, il va s'offusquer, il va peut-être s'énerver, ou etc. Tu as envie d'être au petit soin. Préserver, mais tu veux pas le. Voilà, tu veux pas le. C'est pour cette raison qu'il l'a laissé avec nous d'ailleurs. Voilà, exactement, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais plus d'alternative. J'étais plus qu'épuisé. J'étais vraiment. Alors là, par terre, quoi. Là, vraiment, voilà. Même Yilmaz, quand il est parti, je crois c'était aux alentours de 2 heures. Quand Yilmaz est parti, il n'est pas tout de suite allé travailler. Il était démoli, en fait, il est rentré chez lui faire une sieste d'1 heure. Tellement il... Parce que Yilmaz, toi, t'étais avec eux à quel moment À midi. À midi, ah oui, c'est ça. Et midi et le soir aussi. Ici, le soir.
j'ai fait une sieste de 3 quarts d'heure en face de Stéphane, au salon. À un moment donné, je lui dis, j'arrive plus à tenir, j'arrive plus à réfléchir, il faut vraiment que je fasse une sieste. Stéphane, j'en peux plus là. À l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait une explosion, je me sens vraiment mal. Et je suis allé sur le divan, j'ai dormi 3 quarts d'heure, je me suis réveillé avec un coup de vent. Ce jour-là, il a neigé aussi à Genève. Il faisait un froid hallucinant. J'ai reçu une rafale de vent, ça m'a réveillé et je l'ai vu en train de fumer sa cigarette au balcon, en train de contempler. Et il a vu que je l'ai vu, il est rentré et j'ai regardé l'heure, j'ai dit j'ai encore un petit quart d'heure de sommeil et voilà. Un quart d'heure après, l'alarme a sonné et du coup j'ai essayé de reprendre la conversation avec lui, tout ça. Passé 18h, je lui dis écoute, t'as rien mangé, franchement on sort, on va manger un truc, quelque chose, ne serait-ce que prendre l'air, quoi. Juste se changer les idées, quoi. Il me dit oui, après il me dit non, il me redit oui, après il me dit qu'il veut rien, etc. Tout seul. Ouais, parce que nous on ne savait pas si on allait manger avec lui, justement, Voilà, c'est pour ça, ça a changé plusieurs fois. Ouais. Du coup, c'était oui, c'était non, ça C'était oui, c'était non. Alors moi je l'ai secoué à un moment donné. 19h, juste comme ça, je l'ai secoué. Je lui ai dit écoute, stop. Je lui ai dit vraiment, il faut que tu prennes l'air. Je lui ai dit non, on y va, vas-y, s'il te plaît, allez, me laisse pas comme ça, franchement, je suis pas bien, gars. Et je dis allez, vas-y, on se bouge, quoi. Et là, bon, ok, alors il a pris la veste, machin, tac. On est sorti, on est venu ici. Et ici, là, elle a laissé la parole à personne. Moi, tout le monde, j'aurais fait un clin d'œil en disant laissez-le. Voilà, vous me laissez tranquille. Et donc, on était posé juste là-bas à la table, vers un truc. Ensuite, on est sorti fumer quelques cigarettes. Il a bu 2 verres, moi j'ai bu mon café et puis on est allé à l'épicerie du coin. Je lui ai dit est-ce que tu as besoin d'une bouteille d'alcool, est-ce que tu as besoin de cigarettes, quelque chose. Il m'a dit non, je veux rien. Et voilà, moi j'ai juste pris des cigarettes et puis on est remonté en voiture, on est remonté à la maison. Quand on est arrivé, je suis resté un petit moment. Combien de temps? À peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et j'ai expliqué à Camilla, je lui ai dit est-ce que tu vas préparer à manger? Il m'a dit oui. Alors j'ai expliqué à Stéphane, je lui ai dit voilà, tu pourras manger comme tu veux, il y a de la préparer à manger, tu n'es pas obligé de manger avec eux. J'ai bien expliqué aussi que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Stéphane connaissait les lieux, c'est pas la première fois qu'il venait, donc en fait, il sortait promener le chien quand il voulait, il rentrait quand il voulait, il avait la clé, il était chez lui, quand j'étais chez lui, j'étais chez moi aussi, donc c'est pas un phénomène nouveau, quoi. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau, quoi. Et donc je lui dis, bah, t'es chez toi, de toute façon j'ai pas besoin de te dire, t'as ta chambre, t'es à l'aise, tu fais comme tu veux. Moi, peut-être que tu te sens oppressé, peut-être que t'as besoin de tranquillité, et moi j'aimerais te laisser tranquille. Alors moi j'avais en tête, j'appelle tout de suite Yilmaz en partant, je lui dis écoute, il va vraiment pas bien, et si il se passe quoi que ce soit, il faut que tu sois au taquet, parce que c'est possible que j'appelle l'ambulance. J'ai un ami qui s'est suicidé il y a une dizaine d'années, c'est un de mes meilleurs amis, qui s'est jeté du 4e étage. Il connaissait du 4e, il connaissait la femme de mon meilleur ami. On a logé chez elle 2 ou 3 nuits, c'était il y a quelques années. Il connaissait aussi cet événement-là. Donc, j'ai envie de dire quelque part, il y a beaucoup de choses ici dans ce CC qui l'ont un peu conforté peut-être dans cette idée-là, mais de toute façon, il aurait fait ça probablement ailleurs aussi. Nous, on n'est pas, je veux dire, responsable de quoi que ce soit, évidemment. On a essayé d'être à son service et du mieux qu'on pouvait. Il n'est pas venu à Genève pour un règlement de compte ou pour donner des concerts ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui spéculent des choses, comme quoi il aurait eu des concerts ici. Il avait des concerts, en fait, il n'y avait pas de date ici. Voilà. Il avait des concerts prévus pour plus tard? Non. Rien. En Turquie, oui. À Istanbul. Oui. Et notamment 3 semaines avant, il avait signé des contrats assez conséquents, c'est-à-dire un contrat, eh bien là, pour ceux qui pensent que financièrement il était dans la dèche, etc., il a signé un contrat vraiment conséquent qui est une dizaine d'émissions, c'est-à-dire une émission mensuelle dans une capitale musulmane,
à chaque fois avec une grosse audience, donc une grosse production, à chaque fois dans une capitale musulmane, 10 émissions, une par mois, avec des invités, avec comme thème la lutte contre l'islamophobie et évidemment parler de la Palestine et des problèmes qu'il y a au Moyen-Orient. Et les invités, il avait invité des artistes qui étaient aussi des activistes. Ah, il y en a aussi, c'est bien. Voilà. Un peu aussi, mais ouais. Mieux. Et donc, voilà, et il avait signé aussi un contrat, c'est-à-dire un concert d'ouverture pour le centre culturel Atatürk à Istanbul. Alors ça, c'est une bâtisse qui a été rasée, parce qu'elle était vraiment moche, noircie, comme ça. Alors donc, ils l'ont même pas rénové, ils l'ont carrément rasé, refait, et ils ont fait une très belle bâtisse, et ils devaient faire l'ouverture avec la présence du président turc. Voilà, c'est un peu comme l'ouverture du Bolchoï à Moscou. C'était un événement, voilà, les billets ont été mis en vente un jour avant qu'ils viennent. La billetterie online, etc., officielle était déjà là. Enfin, voilà. Donc là, on n'est pas du tout dans une histoire de je suis fauché, je vais pas bien, et puis bon, voilà. De toute façon. Il avait ces projets-là. Exactement, voilà. Et d'autres choses aussi. Il y avait une tournée qui était aussi organisée, il y avait des dates où il était invité dans des émissions turques, des programmes télé, etc. De toute façon, il se produisait sur la. Ça ne lui a pas suffi pour garder le goût de la vie, quoi. Pour garder l'envie. Donc voilà, l'argent, c'est pas. Non, c'est pas l'argent. Ouais, c'est pas ça, l'activité, les projets. Ouais, non plus, ouais. Ouais. Ça peut être un problème aussi. Oui, mais c'est pas ça qui te fait lever le matin. C'est pas gagner le fruit. Les autorités suisses ont été. La police a été bien, correcte. Super bien, professionnel, ça s'est très bien passé. De toute façon, nous, dès le début, on a collaboré avec la police. Qui les a appelés Quand on a commencé à envisager que c'était possible qu'il ait sauté, j'ai d'abord essayé d'appeler l'ambulance. Dans le stress, j'ai oublié le numéro, j'ai cherché sur Google, je me suis trompée, du coup j'ai appelé la police. C'est peut-être bien. C'était la puce de la pièce. Et du coup, c'est moyen de les a téléphoné, ils ont été vraiment bien, ils sont restés au téléphone avec nous tout le temps. L'autre équipe arrive et ils sont arrivés très vite sur place. Parce que je disais, moi j'insistais sur le fait que s'il avait sauté, qu'il fallait qu'il se dépêche s'il y a une chance de le sauver en fait. C'était ça aussi. Super. Ça me faisait peur quoi. Parce que moi j'ai connu quelqu'un qui est tombé, il n'a pas sauté du 4e étage et il a eu juste une jambe cassée. Donc on sait que dans certains cas c'est possible. Mais c'était le 5e ou le 4e? 5e. Ouais, mais c'est un immeuble particulièrement. Mais il est même surélevé. Ouais, il est surélevé, c'est surélevé. Donc en fait, tu as 6 étages en fait. En réalité, il n'y a quasi pas de chance de survie si tu tombes du 5e. Quoi. Il est arrivé dans une haie, et ça peut amortir aussi, mais en l'occurrence, sinon c'était. Ouais, ça a aggravé les blessures, quoi, les lésions. Et là, il y a Bruno qui est venu, Gollnisch. Exactement, il est arrivé 5 jours après le décès pour nous rendre visite et pour aller à la morgue et puis voir Stéphane, voir le corps de Stéphane à la morgue. Donc il est passé à la maison, il est venu à notre rencontre et puis on a discuté un moment et ensuite il a rendu hommage à Stéphane sur une émission de RFM. Voilà, donc il s'est exprimé là-bas, il a aussi parlé de nous en expliquant qu'il est passé chez nous et voilà, et on l'a accueilli et puis on a discuté du drame. Il est venu avec son chauffeur, fort sympathique d'ailleurs. En tout cas, nous, ça nous a touché d'avoir quelqu'un qui s'est déplacé, qui a fait autant de kilomètres pour venir à notre rencontre chez nous, à la maison, comme ça. Ça nous a. On s'est senti vraiment soutenus. Voilà, je pense qu'on peut clôturer et puis peut-être nous on répondra en privé à des questions en turc aussi aux journalistes de Anadolu.
pour la presse turque. Donc c'est un journal, c'est ça? Non, c'est une agence de presse comme l'AFP. Ouais, donc c'est un truc général. Ouais, distribué après à tous les... C'est l'agence de presse gouvernementale même. Ah oui. C'est-à-dire qu'ensuite tout est puisé là-bas, puis dispatché, etc. Donc, et donc il est you are from Geneva, ou il est venu spécialement de Turquie? Non, ils ont des rapporteurs officiels dans chaque ville stratégique importante. Et du coup, voilà, lui, il est le rapporteur de l'agence Anadolu à Genève. Et puis le reportage, la vidéo de la journée, on peut la voir sur... Ensuite, je vais la publier sur la chaîne YouTube de l'association, et puis on va essayer de la relayer, et puis ensuite, voilà. Il y aura un traitement médiatique aussi du côté turc, et donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on va présenter la chose. Et puis, Monsieur le vice-président. Force et honneur. Merci. Allez, à vous tous. Merci. La Palestine. On va continuer.